personnes qui ont entendu des confessions sur leur lit de mort. Quelles étaient certaines des plus intéressantes? Ma grand-mère a avoué un meurtre sur son lit de mort. D'habitude, on pourrait penser que c'était dû aux médicaments antidouleurs, mais elle était si excentrique que c'était en fait crédible. Nous avons retrouvé tous ses ex-maris, partenaires et autres candidats potentiels, et heureusement, personne ne manquait à l'appel ni n'était mort prématurément. Mais parfois, je me demande. Mon père avait la maladie d'Alzheimer et a fini dans une unité sécurisée. Il était aveugle et presque sourd. Un jour, je lui rendais visite. Il ne savait pas qui j'étais, mais il a commencé à parler de moi. Il a dit que j'avais mieux réussi que lui dans la vie et qu'il était fier de moi. Dans la vie réelle, c'était un homme discret. Et il ne m'avait jamais dit cela quand je grandissais. En y repensant, il faisait des choses que mon imbécile de moi n'a jamais réalisées, étaient pour moi. Par exemple, quand il a pris sa retraite, ses collègues lui ont demandé ce qu'il aimerait recevoir en cadeau. Il a choisi une calculatrice scientifique. C'était dans les années 1970. Il n'en avait aucune utilité. Il me l'a offerte pour l'université. Je pensais qu'il me la transmettait simplement, sans réaliser qu'il l'avait demandée en pensant à moi. Mon grand-père m'a avoué uniquement à moi qu'il avait par accident eu une relation sexuelle avec un homme. Dans les années 60, j'ai fait l'amour avec de très nombreuses femmes, souvent en plein air, dans la boue et sous la pluie. Il est possible qu'un homme se soit glissé parmi elles. Il serait impossible de le savoir. J'ai été impliqué dans plusieurs sectes, à la fois en tant que leader et en tant que suiveur. On s'amuse plus en tant que suiveur, mais on gagne plus d'argent en tant que leader. Voici une histoire incroyable. Mon arrière-grand-mère a vécu une vie très longue et intéressante. Elle était dans la vingtaine pendant la Grande Dépression. Elle avait un côté rebelle de cette époque dont nous ne savons pas grand-chose, au point que nous ne connaissons même pas le nom de notre arrière-grand-père. Juste celui du mari qu'elle a épousé plus tard. Au cours de sa vie, qui a duré près de 100 ans, elle a collectionné des hiboux. Littéralement des milliers de figurines de hiboux. Elle possédait des horloges, des tentures murales, des maniques, des lampes, des œuvres d'art en vitraux, des salières et plus de petites figurines que vous ne pourriez l'imaginer, toutes représentant des hiboux. Nous nous sommes tous demandé quelle était l'importance des hiboux. Elle n'en parlait jamais. Nous savions juste qu'elle adorait les hiboux. Eh bien, lorsqu'elle approchait de la mort, à l'âge de 88 ou 89 ans, et que les médecins disaient qu'elle n'avait plus que quelques jours à vivre, mes grands-parents sont allés lui parler et lui ont demandé si elle avait quelque chose à partager ou à demander avant de partir. Elle a réfléchi un moment, puis a dit « Je n'ai jamais compris les hiboux. » Il s'avère qu'elle n'en avait vraiment rien à faire des hiboux. Autant que nous avons pu reconstituer à un moment donné dans les années 40 ou 50 peut-être, elle a acheté soit un dessous de plat, soit un ensemble de salières poivrières en forme de hibou. Puis quelqu'un lui a offert l'autre. Ce sont les hiboux les plus anciens dont on se souvienne. Mais à partir de là, quelqu'un lui a offert un hibou assorti, probablement une manique ou un set de table. Et tout d'un coup, sa cuisine était à thème hibou. À partir de là, ça a fait boule de neige. Les hiboux ont afflué comme du vin, la déconcertant pendant 60 ans, finissant par devenir l'essentiel de ses biens personnels. La morale de l'histoire. Si vous n'êtes pas vraiment passionné par quelque chose, mentionnez-le tôt. C'est pas mon histoire, mais celle d'une travailleuse en soins palliatifs qui a parlé à ma classe. Pour ceux qui ne savent pas, les soins palliatifs sont une méthode de soins en fin de vie qui se concentre sur l'apaisement de la douleur émotionnelle et physique d'une personne mourante pour faciliter son passage, plutôt que de lutter contre sa mort imminente. L'une de ces patientes était une femme alitée dans ses 90 ans, généralement peu réactive, mais avec des éclairs de reconnaissance et de participation. Il est difficile d'évaluer à quel point les patients non réactifs sont détachés de leur environnement. C'est pourquoi les proches sont encouragés à leur tenir compagnie dans l'espoir de les apaiser. Cette patiente était originaire d'un État des États-Unis qui était fier de son université d'État et de l'équipe de football de l'université. La famille de la femme avait fréquenté cette université depuis 4 ou 5 générations.
Cependant, pendant ses soins palliatifs, son arrière-petite-fille a été la première de la famille à choisir une autre école, l'université de l'État rival. En fait, sa famille soutenait sa décision, mais plaisantait souvent en la qualifiant de rebelle ou de Judas ou autre. Un jour, ils étaient tous assis autour du lit de la femme, taquinant la jeune fille à propos de sa décision. Soudain, la patiente s'est redressée, a regardé son arrière-petite-fille, a dit « traîtresse » et est mortée sur le champ. Edith, merci pour les récompenses. Pour votre information, la travailleuse en soins palliatifs a dit que sa famille a finalement trouvé cela hilarant. Allez, Bucks! Mince, ce gamin a dû aller à l'université de l'Oklahoma pour mériter quelque chose d'aussi dur. Je pensais qu'il s'agissait d'une famille d'Alabama avec un transfuge de l'université d'Auburn pour susciter une telle hostilité. Je suis sûr qu'il existe d'autres rivalités aussi intenses, mais celle-ci est particulièrement ancrée. Ce n'est pas une confession, mais je voulais simplement partager les derniers mots que mon grand-père m'a dit avant de s'éteindre à cause d'un cancer des poumons. J'étais sur le point de partir à Rome pour un voyage scolaire et ma famille m'a encouragé à y aller pour me changer les idées pendant quelques jours. Avant de partir, je tenais à lui dire au revoir, car c'était peut-être la dernière fois que je pouvais lui parler. Il m'a dit « Amuse-toi bien, mon garçon, on se voit la semaine prochaine. » Je suis allé à Rome, et quand je suis revenu, il était déjà plongé dans un profond sommeil à cause des médicaments. Il souhaitait partir paisiblement en dormant. Je suis revenu la semaine suivante, et il dormait lorsque je suis allé lui rendre visite. Je lui ai raconté tout ce que j'avais fait à Rome, même si je savais qu'il ne se réveillerait pas. Le lendemain matin, ma grand-mère m'a dit « Il t'a attendu. Il me manque encore tellement. » Le grand-père de mon partenaire n'a jamais parlé de son service pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes Australiens. Il s'est engagé après avoir menti sur son nom et son âge, donc nous ne pouvons trouver aucun dossier. Il aurait eu 16 ans. Nous savons qu'il était quelque part dans le Pacifique et qu'à son retour, son mensonge a été découvert. Comme il avait alors 18 ans, il a été enrôlé sous son vrai nom et immédiatement arrêté. Il était prêt à tout pour ne pas être envoyé au front. Il se saoulait, se battait et s'automutilait. Sa vie d'adulte a été principalement marquée par l'alcoolisme. Il était un mauvais mari et père, bien que dans ces dernières années, il ait réussi à faire un peu de bien. L'arrivée des petits-enfants l'a adouci. Dans ses heures de fin de vie, il revivait son temps de guerre. Voici quelques mots qu'il a prononcés. « Oh mon Dieu, ils sont là! Les Japs sont derrière nous, monsieur, poignarde-le! Poignarde-le! Plante-le » À l'aide médecin tout autour. Et il répétait aussi une suite de noms. Un esprit torturé et brisé. Don Carlin évoque le théâtre du Pacifique et les combats auxquels les forces australiennes ont participé pendant la guerre dans la dernière série de son podcast Hardcore History. Les épreuves traversées par ces hommes dépassent tout ce que nous, qui n'étions pas présents, pouvons imaginer. Les événements les plus brutaux, barbares et monstrueusement cruels se sont déroulés sur ces îles. Je suis désolée d'apprendre que le grand-père de votre partenaire a tant souffert de ces expériences là-bas. Cast. Quand j'étais à l'hôpital, le type dans le lit à côté du mien a simplement demandé à arrêter de prendre ses médicaments, car il était prêt à mourir. La dernière chose que je l'ai entendu dire, c'était « Il n'y a personne qui m'attend à la maison, alors je vais là où ils sont. » Ah! Ce n'était pas vraiment une confession choquante, juste une confession empreinte de solitude et de tristesse. Mon moment de briller. J'ai travaillé dans un hôpital à Garmisch-Partenkirchen, une petite ville près de Munich, pendant les 14 dernières années. Mon travail là-bas n'a rien de glamour. Je transporte des patients, je jette les poubelles, et de temps en temps, je m'occupe de quelques tâches de bricolage, réparer une douche qui fuit, ce genre de choses. Comme vous pouvez l'imaginer, je vois beaucoup de patients qui vont et viennent. Certains d'entre eux décèdent. C'est la vie, je suppose. Je me souviens de quelques fois où des personnes m'ont confié leurs plus grands regrets. Voici quelques exemples. Une vieille femme polonaise m'a dit qu'elle regrettait de ne pas avoir couché avec Hitler quand elle en avait l'occasion. Ce sont ses mots. J'aurais voulu lui demander plus de détails, mais j'ai eu peur, pour être honnête.
Un autre exemple notable est celui d'un vieux chauffeur de camion qui travaillait pour une entreprise de l'Allemagne de l'Est. Il m'a raconté qu'il avait renversé des enfants avec son camion et qu'il avait eu trop peur pour s'arrêter et vérifier s'ils allaient bien. Une autre fois, une Polonaise m'a confié qu'elle a été prostituée pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'elle avait couché avec des personnes très haut placées dans le gouvernement. Elle m'a dit qu'elle ne regrettait pas cette période de sa vie, mais qu'elle ne pouvait le dire à personne et que cela représentait un lourd fardeau émotionnel. Elle m'a aussi dit qu'elle avait avorté plus de 5 fois durant cette période. Oh mon Dieu. Ton commentaire était vraiment dingue. Je n'en reviens pas à propos du gars avec le camion. Comment peut-on vivre avec une telle culpabilité? Mon père a une capacité particulière à gagner la confiance des gens, dans le bon sens. Il a déjà vécu 2 situations où des personnes en fin de vie lui ont confié des choses qu'elles ne se sentaient pas capables de dire à leur famille. Dans un cas, il s'agissait de la belle-mère de ma tante qui était en train de mourir. Elle a expliqué à mon père que son mari ne pouvait pas vivre seul et qu'ils étaient tous les deux d'accord pour qu'il trouve une nouvelle compagne après son départ. Il l'a fait. Il s'est remarié moins d'1 an après sa disparition. À l'âge de 81 ans, la famille était très contrariée qu'il ait tourné la page si rapidement. Mon père a dû prendre sa défense et les rassurer sur le fait que c'était ce que sa défunte épouse souhaitait. Mon grand-père souffrait de démence assez sévère, et sentant ses jours comptés, il se mettait à faire des confessions sur son lit de mort. Il parlait souvent d'avoir été témoin d'un meurtre sans jamais en avoir parlé à quiconque. Mais à chaque fois qu'il nous racontait, les détails changeaient. Cela arrivait plusieurs fois par jour durant sa dernière semaine. Finalement, nous avons compris qu'il regardait les informations locales et en entendant parler de ces événements, il pensait réellement les avoir vécus. Là, je l'ai vu avec le fusil, se tenant au-dessus de cet homme, plus d'informations à 17 heures. Je ne l'ai pas vu, mais ma tante a assisté à la chute de sa mère âgée dans les escaliers. Juste avant de rendre son dernier souffle, elle a avoué qu'elle n'était pas sa mère biologique. Elle a révélé à ma tante que sa sœur aînée était en réalité sa véritable mère. Cette sœur était tombée enceinte trop jeune, et la mère avait prétendu que l'enfant était le sien. Une manière courante de gérer ce genre de situation à l'époque. Elle l'a dévoilé dans son dernier souffle. Je ne suis pas ta vraie mère. Tu es arrivé chez nous dans un vaisseau spatial quand tu étais bébé. Le secret pour activer tes super-pouvoirs, Faire en sorte que votre famille mange des œufs bouillis dans l'urine d'un garçon vierge. Ce n'était pas une confession sur son lit de mort, mais la dernière conversation que j'ai eue avec mon grand-père m'est toujours restée en mémoire. Il souffrait de la maladie de Parkinson et vivait dans une ferme en dehors de la ville. Un jour, il m'a regardé et m'a dit « Je deviens trop vieux pour m'occuper de maman, ma grand-mère. J'ai besoin que tu le fasses pour moi, d'accord ?» Sa santé s'est rapidement dégradée à partir de ce moment-là. Je continue d'appeler ma grand-mère tous les jours et j'essaie de rentrer chez moi dès que je peux pour aider à la ferme. mon grand-père est décédé le lendemain du jour où mon père lui a annoncé que tout était réglé financièrement et médicalement pour ma grand-mère qui souffrait d'Alzheimer. Mon grand-père avait un cancer du poumon et continuait de se battre, de marcher, de vivre pour s'occuper d'elle, mais il a finalement lâché prise une fois que mon père lui a dit qu'il pouvait le faire. Mon père s'était assuré que tout le monde vienne lui rendre visite la semaine précédente, car cela pouvait arriver à tout moment, ce qui était le cas depuis plusieurs mois. Mais c'est que lorsqu'il lui a dit « Papa, je m'en occupe, tu n'as plus à t'inquiéter, elle est prise en charge. Prends soin de toi maintenant », que mon grand-père a lâché prise. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.